Forum national des jeunes à Koudgou dans le centre-ouest. La clôture des travaux de cette rencontre est intervenue ce matin. Mais avant, le chef de l'État a échangé avec les forces vives de la région. Des forces vives qui ont plaidé pour la réouverture de l'usine Fasotex et la construction d'un siège pour le SICOT. Rencontre politique du parent ce matin, une reprise qui intervient 5 mois après le renouvellement des instances du parti. À cette rentrée politique, les militants ont eu droit à une conférence publique sur les retours des coups d'État, une analyse posée sur les causes et conséquences. Élection municipale 2022, le fichier électoral sera révisé entre novembre et janvier prochain. La Commission électorale nationale indépendante en charge des scrutins a tenu ce jour un échange avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Bonsoir à vous et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information. Ce 9 octobre à Koudgou, région du centre-ouest, le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a rencontré une délégation des forces vives conduite par la gouverneure Irène Coulibaly. Présent dans la cité du Cavalier Rouge à la faveur de l'édition 2021 du Forum national des jeunes, Roch-Marc Christian Kaboré a échangé avec les corps constitués et les forces vives sur les préoccupations de la région. Des préoccupations qui sont entre autres la réouverture de l'usine Fasotex pour résorber le chômage et l'institutionnalisation du salon du coton et du textile. Je vous propose en premier élément dans ce 20h un extrait de la déclaration de la gouverneure de la région du centre-ouest à la sortie de la rencontre. Comme vous le savez, depuis quelques années, l'usine Fasotex a fermé ses portes, ce qui a en tout cas entraîné beaucoup de chômage au niveau de la ville de Koudgou et également dans le centre-ouest. Nous avons en tout cas exprimé cette sollicitation auprès de son Excellence le Président du Faso de voir en tout cas l'ouverture de Fasotex, ce qui va permettre en tout cas de résorber le problème du chômage dans notre région. Également, vous le savez, Koudgou, c'est la ville du coton, avec le SICOT qui aura lieu dans quelques mois, en fin janvier. Les forces vives ont tenu également à demander à son Excellence l'institutionnalisation en tout cas de cette manifestation, de cet événement et également la construction d'un siège qui va permettre en tout cas de mieux asseoir en tout cas cette initiative au niveau de la région du centre-ouest. Forum national des jeunes Koudgou 2021, nous en parlons encore. Sachez que le forum a débuté le 7 octobre et a pris fin aujourd'hui. Le deuxième jour de ce forum de jeunes a été marqué par des caucus. Il s'agit de travaux de groupe sur une thématique donnée. Et à ce forum, les jeunes ont tenu des travaux de groupe en rapport avec le thème du forum national qui est Réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse. À l'issue des travaux, les différents groupes ont fait des propositions dans le sens de la réconciliation au Burkina Faso. Pour les propositions, direction Koudgou avec Fatima Tankima. Après la cérémonie d'ouverture suivie de plusieurs communications et de panels, le deuxième jour du Forum national des jeunes a été consacré au caucus. Les participants divisés en 3 groupes ont mené des réflexions sur des sous-thèmes en lien avec le thème central qui est réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse. Les membres du caucus numéro 1E ont analysé les facteurs mettant à mal la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso. Une occasion pour les jeunes venus des 45 provinces du pays de revenir sur les préoccupations pressantes de leur province qui constituent un frein pour le vivre ensemble. En plus du terrorisme que nous vivons, il y a l'effet du grand banditisme qui est rené. Parce que c'est nous, avec l'action des Kolwego, on ne vivait plus ça. Mais avec le couvre-feu, cela est refait face et c'est mélangé maintenant avec le terrorisme. Deuxième axe qu'on peut signaler, c'est le problème de désenclavement. Ça veut dire que toutes les routes sont foutues et c'est un problème pour la jeunesse. On peut parler aussi le problème sanitaire, en tout cas où on signale que toute la province manque ce qu'on appelle le matériel minimum.
Donc ce qui est ressorti, c'est principalement la mauvaise gouvernance, la gabegie au niveau de l'appareil de l'État, l'impunité, l'incivisme, le manque d'engagement des jeunes et aussi, je dirais, le manque de confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population, ce qui amène souvent, qui a amené du moins la recrudescence des groupes d'autodéfense et tout. Et tout ça là qui mine un peu la cohésion sociale et les vivre ensemble au Burkina Faso. Et pour venir à bout de ces phénomènes qui minent la cohésion sociale au Burkina Faso, nos sorties des travaux ont fait des recommandations, des propositions qui, selon eux, permettront aux autorités de mener des actions concrètes pour amorcer un véritable processus de réconciliation nationale. Notamment donc sur comment est-ce qu'on va mettre en place des concertations au niveau des communes pour pouvoir donc identifier rapidement les conflits entre les différentes communautés. Voilà, si dans chaque commune on a un groupe d'ambassadeurs qui vont échanger, prendre le mal pendant que c'est pour pouvoir la maîtriser à la source. Voilà, parce que le plus souvent ça commence par un langage peut-être haineux et après ça déborde. Voilà. Ensuite, on a aussi recommandé de mettre en place des structures de concertation entre les employés et les employés. Voilà, parce qu'on a remarqué qu'il y a eu des licenciements abusifs, voilà, il y a eu des renvois, des renvois illicites, arbitraires. Voilà, tout ça là, ça révolte la population et ça crée, voilà, ça favorise le grand banditisme et aussi le recrutement facile. Les caucus numéro 2 et 3 ont abordé respectivement les thèmes suivants: mécanisme de responsabilisation de la jeunesse face aux défis de la cohésion sociale et du vivre ensemble, et les conflits latents et ouverts impliquant ou affectant les jeunes. Et toutes les recommandations issues des différentes concertations ont fait l'objet de présentations. À la suite de cette édition politique, le Parti de la Renaissance nationale, a effectué sa rentrée politique aujourd'hui même dans la matinée. Le thème de cette rentrée politique est évocateur, le retour des coups d'État. Et pour cette journée, les réflexions portées sur les causes, les conséquences et les solutions. Pour le parent, même si les derniers coups d'État en Afrique francophone ont trouvé un écho favorable auprès des populations, il n'y a pas de coup d'État salvateur. Michael Toukri. Quelle qu'en soit sa nature, salutaire ou pas, le parent, Parti de la Renaissance nationale, est contre les coups d'État. Abdoul Karim Sango a rappelé cette position du parti à sa rentrée politique. En 2021, selon le parent, l'Afrique francophone a enregistré 3 coups d'État, le Mali, le Tchad et le dernier, celui de la Guinée-Conakry. À cette rentrée politique du parti d'Abdoul Karim Sango, la réflexion est portée sur le retour des coups d'État, les causes, les conséquences et les solutions. Le coup d'État peut paraître une réponse, mais nous estimons que le coup d'État est une mauvaise réponse qui est portée certainement à un vrai problème, qui est le problème de la qualité de la gouvernance en Afrique. De ce point de vue, nous souhaitons que les interruptions des processus démocratiques prennent fin, puisque l'Afrique, jusqu'autour de 90, baignait dans le climat des coups d'État. Pour faire face à ce retour des coups d'État sur le continent africain, avec l'intrusion de l'armée au sommet de l'État, le parent estime qu'il faut une gouvernance vertueuse et qui apporte des solutions aux préoccupations des populations. Il faut aussi trouver une solution définitive à la question des 3e mandats et instaurer dans les États des processus électoraux transparents. Il faut avoir des processus électoraux transparents. Vous êtes tous des témoins de la comédie électorale qui se vit sur le continent. Sortons de cela. Que le peuple, il n'y a pas une violation de son droit au suffrage. Vous savez même qu'est l'achat des consciences. Mais c'est une violation de la conscience citoyenne du peuple. Il faut arrêter toutes ces histoires. Il faut que le dispositif institutionnel fasse que aucun parti, quelle que soit sa force, ne puisse détenir à lui seul plus de 50% des places dans les institutions.
Pour le président du parent, parti de la Renaissance nationale, au regard de la situation socio-politique qui se dégrade sur le continent africain, l'Union africaine et la CEDEAO ont perdu toute crédibilité aux yeux des populations. En adoptant des positions opportunistes à géométrie variable sur les cas de coup d'État, plus personne ne croit à ces institutions, déplore Abdul Karim Sango. Du 21 novembre 2021 au 9 janvier 2022, la Commission électorale nationale indépendante CENI va procéder à la révision du fichier électoral pour l'élection municipale de 2022. Et cela, conformément à la décision du Conseil des ministres en sa séance du 6 octobre dernier. Pour réussir ce processus, la CENI a organisé une journée d'échange avec les partis politiques et les organisations de la société civile ce 9 octobre à Ouagadougou. Les détails avec Abdourahim Niagne. Le 21 novembre prochain, la Commission électorale nationale indépendante CENI va enclencher le processus des élections municipales de 2022 à travers la révision exceptionnelle du fichier. Avant cela, les démembrements de la CENI doivent être installés dans les provinces et les communes. Cette rencontre avec la classe politique et la société civile permet à tous les acteurs d'être au même niveau d'information. La rencontre de ce matin avait pour objectif de leur présenter notre chronogramme d'activité, notre programme opérationnel en ce qui concerne la révision du fichier électoral et de pouvoir écouter leurs inquiétudes et voir un peu avec eux, évidemment, comment on aborde un peu les choses. Mais dans les jours à venir, nous avons déjà une première étape importante qui est la mise en place de nos démembrements sur tout le territoire national et pour lesquels ils sont ceux qui sont amenés à désigner les membres des démembrements dans toutes les différentes localités. Donc il était important qu'on rappelle avec eux les conditions et qu'on échange un peu sur les conditions de mise en place de ces démembrements et se projeter également sur le déroulement concret du processus dans les jours à venir. Cette rencontre a été l'occasion pour le président de la CENI d'interpeller les différents acteurs sur leurs responsabilités. Il a rappelé aux partis politiques que faire enregistrer des électeurs hors de leur zone d'habitation est illégal. Le principe est que ce soit votre domicile, le lieu où il y a votre domicile, que vous vous inscrivez. Vous allez dans les emplacements de ces localités, vous pouvez vous inscrire légalement. Le code pénal qui prévoit que justement aller s'inscrire sur une liste où on n'y a pas droit, où on n'a pas droit d'y être, évidemment c'est pénalement répréhensible. Et encore plus si vous organisez des gens pour les amener, pour qu'ils s'inscrivent sur des listes dont vous savez qu'ils n'ont pas le droit d'y être. Ça, c'est le code pénal qui le prévoit. Et il était de notre devoir de rappeler aux uns et aux autres pour qu'on évite justement, lors du processus à venir, des situations comme ça qui pourraient être désagréables. Notons que cette révision exceptionnelle vise essentiellement à intégrer les nouveaux majeurs sur la liste électorale. Pour être plus efficace, la CENI dit avoir fait une cartographie du pays en 3 zones, les zones vertes, les zones oranges et les zones rouges, en fonction de la situation sécuritaire. Des mesures spécifiques sont prévues en fonction de chaque zone, rassure Élisée Ouedraogo. Dans le secteur de la politique, toujours, les partis d'obédience sankaristes engagés dans le processus de fusion étaient en assemblée générale ce 9 octobre dans la matinée. Était au cours de cette rencontre la démarche de fusion et les enjeux d'une telle décision. Les militants des 5 partis engagés pour l'instant se sont donné rendez-vous afin d'être mieux informés sur le processus de fusion qui devra aboutir au congrès des 30, 31 octobre et 1er novembre 2021. Un congrès qui verra également la création de nouveaux partis politiques qui prônent les idéaux du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Les détails avec Michael Tougré. À chaque étape dans le processus de fusion des partis sankaristes, la communication avec les militants reste fondamentale. À cette assemblée générale, les forces progressistes et sankaristes veulent être au même niveau d'information. Le processus de fusion, lui, est expliqué aux uns aux autres avant le congrès des 30, 31 octobre et 1er novembre prochain. Nous ne voulons pas faire une fusion au sommet. Nous avons décidé que le mode opératoire soit celui de donner à nos structures à la base de pouvoir s'exprimer, de pouvoir apprécier ce que les directions des partis politiques et bien sûr des associations de la société civile qui adhèrent à ce processus-là
pense. Donc notre Assemblée générale est une Assemblée générale d'information, mais aussi recueillir les avis, les suggestions, les recommandations des militants pour préparer notre congrès. À travers cette fusion, va rappeler Maître Benewene Stanislas Sankara, c'est une prise de conscience entre les partis progressistes avec en ligne de mire un changement qualitatif dans la gouvernance. Désormais en marche commune avec plusieurs partis politiques et organisations de la société civile sankariste et progressiste, va insister le président de l'UNUPS, il n'y aura pas de place à la contradiction inutile. Il faut s'unir pour faire face ensemble aux défis que connaît le Burkina Faso. Les militants à la base n'attendaient que ça. Vous savez, le mouvement sankariste souffre trop de division et de scissiparité. Le sankarisme, c'est quand nous allons pouvoir proposer au peuple burkinabé un vrai programme, un vrai projet de société alternatif. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. À la date du 9 octobre, 5 partis politiques et des organisations de la société civile sankaristes sont engagés dans le processus de fusion. Le nom du parti, lui, sera connu lors du prochain congrès de fusion. Ce matin, des membres de la coalition des leaders associatifs pour le Burkina Collab étaient en conférence de presse, un face-à-face avec les hommes de médias, au cours duquel plusieurs sujets d'intérêt national sont passés à la loupe. Lutte contre le terrorisme, procès du 11 octobre prochain, gouvernance sociopolitique, rien n'a véritablement échappé aux conférenciers. Sur l'actualité du procès de l'assassinat de Thomas Sankara, la coalition des leaders associatifs du Burkina déplore l'absence annoncée de Blaise Compaoré, principale mise en cause dans les événements du 15 octobre 1987. Michael Toukré. Avec cette sortie médiatique, la Collab, coalition des leaders associatifs du Burkina, apporte sa part de vérité sur l'actualité nationale. Le 11 octobre prochain s'ouvre le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et ce sera sans doute à l'absence du principal accusé Blaise Compaoré. Une décision rappelée par ses avocats dans un communiqué qui qualifie ce procès de politique. La Collab qualifie cette sortie de regrettable, tout comme l'absence de celui qui a profité de la mort du père de la Révolution, Thomas Sankara. Pour nous, c'est une grande victoire pour le peuple burkinabé qui va enfin savoir la vérité. Mais en même temps, nous sommes déçus, encore une fois, du fait que Blaise Compaoré, qui ne s'est jamais assumé, ne veut toujours pas assumer. Blaise Compaoré est en train de rater un tournant dans l'histoire. Nous sommes désolés si Blaise et ceux qui sont ronflement appelés les exilés politiques ont la chance au gouvernant actuel du Burkina Faso, on ne pourra pas faire cette réconciliation qu'ils demandent. Parce que la réconciliation, selon eux, rime avec impunité. Autre préoccupation à la Collab, la dégradation de la question sécurité au Burkina Faso et dans la bande sahélo-sahélienne malgré la présence des forces françaises. Pour les conférenciers, le Burkina Faso doit avoir le courage de diversifier ses partenaires dans la lutte contre les groupes armés. Il y a aujourd'hui la Turquie qui est une puissance militaire émergente. Il y a la Chine qui est une superpuissance militaire. Il y a la Russie qui est une superpuissance militaire. Et quand nous lançons un appel aux autorités de diversifier, de voir partout pour que nous ayons les moyens de faire face au terrorisme, ce n'est une question de renoncement à notre souveraineté. Donc, il est temps aujourd'hui que nous emboîtions le pas du Mali. Nous n'allons pas continuer à constater l'inefficacité des Barkhane et des stratégies, en tout cas que la France nous propose, et fermer les yeux jusqu'à ce que nos États se disloquent. C'est important aujourd'hui, les offres sont multiples, c'est un tournant historique et c'est une affirmation de la souveraineté. La Collab, se prononçant sur l'affaire du trafic de carburant, a félicité le procureur du Faso et l'ASELC dans la traque des présumés contrebandiers qui alimentaient le circuit des terroristes en carburant. Le dialogue politique entre la majorité et l'opposition pour la Collab est un cas d'école dans la sous-région parce qu'il a permis de rassembler l'opposition et la majorité sur l'essentiel, à savoir l'unité, la défense de la patrie et le développement socio-économique du Burkina Faso.
Journée mondiale du service Lion, les Lions Club International du district 403A3 ont commémoré ce samedi 9 octobre 2021 la journée mondiale du lionisme. Le district 403A3 a exprimé sa solidarité envers les personnes vulnérables en mettant à leur disposition des dons de diverses natures. La célébration de cette journée se tient sous le thème « Zéro paludisme infantile, les Lions s'engagent ». Plusieurs membres des Lions Club du 10 districts étaient réunis à la place de la Nation pour la cause ce matin. Mamidria Nakamapou. En cette journée consacrée à la solidarité, les Lions du district 403A3 ont décidé d'accompagner le ministère de la Santé dans la lutte contre le paludisme infantile. À travers cet acte, les membres de Lions s'engagent à mener des actions dans le cadre de la prévention contre le paludisme. Des campagnes d'information et de sensibilisation ainsi que la promotion de l'assainissement seront faites. Nous avons décidé de soutenir notre ministère de la Santé pour lutter contre le paludisme en créant des causes nationales, dont le paludisme est notre première cause nationale. Nous allons nous associer aux objectifs du ministère, au programme du ministère, pour les accompagner de façon efficace à ce que l'ambition de zéro paludisme infantile soit une réalité. Le Burkina Faso s'est engagé à éliminer le paludisme d'ici à fin 2030. Pour atteindre cet objectif, les différentes stratégies ont été mises en place par le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers, à savoir l'OMS. L'engagement et la détermination de Lions Club International à vaincre cette pathologie ont été donc salués par le ministre de la Santé et la représentante de l'OMS au Burkina Faso. Je crois que les efforts seront facilités non seulement avec la venue de ce vaccin qui est très prometteur, mais le vaccin n'est pas tout. Il y a encore ces actions, ces mesures qu'on connaît qui ont fait leurs preuves, qui continuent à faire leurs preuves. Et le Lions Club peut s'investir davantage à mettre à la disposition des communautés ces mesures éprouvées. L'engagement Lyon nous donne beaucoup de satisfaction. Ça nous montre que nous ne sommes pas seuls dans le combat et que nous avons des organisations non gouvernementales internationales qui nous apportent un soutien estimable pour nous permettre de riposter sérieusement contre le paludisme, en particulier le paludisme chez l'enfant. En plus de la lutte contre le paludisme, les Lions Club du district 403A3 ont exprimé leur solidarité à l'endroit de personnes vulnérables. Des dons estimés à plus de 76 millions de francs CFA ont été mobilisés par l'ensemble des clubs services de la ville de Ouagadougou. Nous allons servir autrement en luttant contre la faim, en donnant des vivres et beaucoup d'autres choses. Et tous les dons s'évaluent à plus de 76 millions de francs CFA. Nous allons nous répartir sur différents sites et la distribution de ces dons est organisée par les clubs. Tous ces dons feront l'objet de remises officielles aux bénéficiaires qui sont des populations dans le besoin. L'intérêt étant à travers ce geste de susciter auprès du grand public le même élan de solidarité et d'entraide mutuelle, a laissé entendre Mohamed Compaoré, gouverneur du district 403A3. Et pour terminer ce soir, 20e anniversaire du Fonds mondial au Burkina Faso pour le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Depuis 2002 jusqu'à nos jours, le Fonds mondial a injecté plus de 500 milliards de francs CFA au Burkina Faso pour lutter contre des maladies comme le VIH-Sida et le paludisme. Les acteurs de la société civile ont tenu une conférence de presse hier à Ouagadougou pour annoncer l'événement. La commémoration se tient du 8 au 15 octobre prochain. Yassine Sawatko. Le Burkina Faso est l'un des pays bénéficiaires des ressources du Fonds mondial pour la lutte contre des maladies comme le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme depuis 2002. Ce partenariat est une approche innovante en matière de financement de la santé au plan international. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est donc l'institution internationale de financement et l'unique partenariat public-privé dévolu à la mobilisation et l'octroi de ressources complémentaires en vue de la prévention et du traitement contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Ce partenariat entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les communautés affectées
est une approche innovante en matière de financement de la santé au plan international. En termes de chiffres, le Fonds mondial investit près de 4 milliards de dollars US chaque année pour combattre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Ces subventions ont permis de sauver 38 millions de vies grâce au partenariat du Fonds mondial, mettre 20,1 millions de personnes sous traitement ARV en 2019, mettre sous traitement anti-tuberculeux 5,7 millions de personnes en 2019, distribuer 160 millions de moustiquaires en 2019. Le Fonds mondial investit 4 milliards de dollars US chaque année pour combattre le VIH, la tuberculose et le paludisme et pour garantir à tous un avenir plus sain, plus sûr et plus équitable. Selon le directeur exécutif de l'initiative privée et communautaire, même si l'on constate un progrès considérable de la baisse de ces maladies, il y a toujours un travail à faire. C'est qu'il y a un parallélisme entre la prévalence élevée du VIH dans ces régions-là et le taux d'incidence de la tuberculose. Ces deux cartes-là sont plus ou moins appariées. Les régions qui enregistrent le plus de cas de tuberculose, c'est les régions aussi où on enregistre à quelques différences près une prévalence élevée de VIH, ce qui montre une corrélation justement très forte entre ces deux pathologies. Mais comme j'ai dit, j'insiste et je dis, c'est juste une disparité d'une région à une autre, mais au niveau national, l'infection est présente partout et la moyenne minimale, c'est 0,7%. À cette commémoration des 20 ans du Fonds mondial, le champion olympique Hugues Fabrice Zango a reçu du Sénégal le flambeau pour le Burkina Faso qui à son tour le transmettra au Nigeria le 15 octobre prochain. Plusieurs activités sont annoncées pour la commémoration des 2 décennies d'existence du Fonds mondial au Burkina Faso. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité au programme de Truth TV. Merci à vous depuis la commune rurale de Thion, dans le centre-ouest du Burkina Faso, pour la fidélité et la confiance renouvelée à Truth TV. Prenez soin de vous. Bon week-end et bonsoir.